Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons! Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Pour démarrer l'année 2024, je vous propose un épisode très spécial. J'ai eu la chance d'être reçu à l'Astrobal, la salle de basket de Lasvel. Pour ceux qui sont fans de basket, ça va forcément leur parler. Ça rappelle des années avec Delan Erod, Alain Digbeu, Jim Bilba et j'en passe. Gaëtan Muller, qui est le président délégué du club de Lasvel, m'a reçu dans les loges le 12 octobre avant le match d'Euroleague contre le Partizan Belgrade. Dans cet épisode, on revient sur son parcours de joueur professionnel, sa rencontre avec Tony Parker et également sur son parcours d'entrepreneur, mais aussi sur l'avenir de Lasvel et le projet de Lasvel qui voit jusqu'à 2030. Merci Gaëtan pour la confiance, merci de m'avoir reçu et de m'avoir permis de découvrir Lasvel et les loges de Lasvel. D'ailleurs, on l'entend au début de ce podcast, je suis un petit peu excité comme un fan. Alors j'espère que vous aussi vous allez apprécier cet épisode. Bonne écoute à vous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver dans un lieu très particulier. C'est pas habituel pour le podcast Tout un sport, donc merci Gaëtan. Déjà, je commence par ça. Merci à toi d'être venu. Je suis effectivement à l'Astrobal, qui pour moi me rappelle les souvenirs avec Delan Erod, etc. Enfin vraiment, ça me ramène en enfance. Et l'idée, c'est de t'interviewer Gaëtan pour parler forcément de Lasvel et de basket, oui, mais aussi parler de ce parcours que tu as eu, d'aller jusqu'au rêve d'enfant, et puis ensuite de faire une reconversion et de devenir entrepreneur. Donc, comme je le fais souvent dans le podcast Tout un sport, on va démarrer par un portrait chinois. Je vais te poser 4 questions. Tu me diras ce qui te vient à l'esprit. Si je te demande un lieu. Ma ville, Darnétal. Alors, c'est quel lieu ? En fait, donc c'est une ville, Darnétal, c'est ma ville dont je suis originaire, là où j'ai grandi. Je suis né à Rouen, mais ma ville, c'est une petite ville de banlieue de 10 000 habitants, juste à côté. Et elle est très précieuse à mes yeux. Ok, et c'est ce qui fait le lien avec la Matmut, puisque la Matmut a ses racines à Rouen, et donc ça permet de faire un petit clin d'œil à la Matmut. Tout à fait. Ok. La deuxième question, si je te demande un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, est-ce qu'il serait plutôt salé ? On peut pas dire les deux, on est tu peux dire les deux. Allez, on part sur les deux. Ok, alors un plaisir sucré, ce serait quoi ? Tarte tatin. Ok, et il y a un lien avec un élément particulier ? Les pommes, la Normandie. Ok, forcément. J'avais pas tilté. Et le plaisir salé ? Alors, il en faut qu'un pour le coup. Ouais, allez, s'il y en a deux, il y en a deux. Hein. La raclette, on commence. Ouais, il fait encore beau, mais dans un mois, on va commencer à pouvoir en discuter. Ok, ouais, je te suis sur la raclette à n'importe quelle période de la saison. Ok, et si je te demande une passion ? L'histoire. L'histoire, ok. Au-delà, alors évidemment le sport, mais ça semble un peu. J'ai essayé de réfléchir à quelque chose de différent. En tout cas, ma deuxième passion, et bien sûr au-delà du sport, c'est l'histoire. Et puis après, je dirais ma famille. Ok, ouais, normal, forcément. Je commencerai d'ailleurs par ma famille avant l'histoire. Okay. Mais Et si je te demande une personne qui t'inspire, qui t'a inspiré, qui a compté pour toi dans ton parcours, qui tu me citerais ? Alors pareil, là, s'il y a plusieurs personnes qui te viennent, t'hésites pas. Ma mère, ouais. C'est la personne la plus inspirante à mes yeux. Okay. C'est elle qui m'a élevé. Après, j'apprécie beaucoup et dans le parcours et dans la manière de faire de Barack Obama. Ok, ouais, forcément. Donc on va essayer de faire synthétique parce qu'il y a un match qui va se dérouler juste après et que t'as plein d'obligations. 2-3 obligations. Forcément, je me doute. Mais en même temps, c'est sympa de le faire comme ça juste avant. Bah oui, match. Je trouve que c'est pas mal. Ça met une petite pression et tout. Donc tu l'as dit, t'as grandi dans la banlieue de Rouen, dans une petite ville, et au départ, tu es footballeur, oui, jusqu'à 14 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé au basket ? Parce que j'ai découvert ça, je t'avoue que j'avais pas connaissance de cette histoire, elle est géniale, quoi. En fait, donc je faisais du football, j'étais gardien de but. Les choses se passaient plutôt bien pour moi, j'avais quelques sollicitations, notamment même pour éventuellement aller au centre de formation du Havre, le HAC. Wow. Et surtout, cet été-là, donc c'était l'été 96, je remporte avec ma ville un tournoi qui était le tournoi France Football. J'ai été champion de France de coupe de football sur plage, de beach soccer. Wow. Donc je gagne un voyage au Brésil
Et sur cet été-là, et la particularité, c'est que pendant cet été, en bas de chez moi, s'organisaient des tournois de basket, et notamment avec Michel Véronnet, qui est maintenant général manager chez nous, et Tony Parker Senior, le père de Tony. Et en fait, ils allaient dans chaque ville, entre guillemets, dans chaque quartier un peu en banlieue. Ils développaient un programme qui s'appelait Basket en Liberté, où pendant toute la semaine, ils jouaient, ils venaient entraîner, donner des conseils aux jeunes sur les playgrounds. Et puis après, à la fin de la semaine, on avait un tournoi. Et donc, elle se déroulait en bas de chez moi. Et j'ai eu l'opportunité donc de participer. Ça s'est très bien passé. Le père de Tony m'a dit, mais tu joues depuis quand au basket? Je dis, j'ai jamais joué. Je faisais 1m90. J'avais mes 13 ans et demi. J'allais avoir mes 14 ans en octobre. Ah oui. Ouais, ça place les choses. T'as bien fait de donner l'âge. Et donc, il me dit, écoute, il faut vraiment que tu puisses découvrir le basket. Il y a une super opportunité. T'es de 1982. Mon fils aussi. Je ne sais pas qu'il me parlait de son fils Tony Parker. Mais ça me faisait une belle jambe de savoir que son fils était entre guillemets 82. Et donc les choses se passent très vite parce que ça c'est, je dirais, mi-juillet. On nous explique comment ça fonctionne. On nous dit d'aller présenter un dossier pour sport-études, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des dossiers qui se présentent 1 an à l'avance. Je me souviens, pour la petite anecdote, j'y suis allé avec ma mère, on allait au rectorat à pied, une grosse distance, on n'avait pas de voiture. Et on est arrivé là-bas, ils nous disent, mais c'est gentil, mais c'est juste pas possible en fait de vous inscrire en sport-études. Donc après quelques discussions, ma mère est assez pugnace, elle a su un peu convaincre, on a réussi à négocier le fait qu'on soit en haut de la pile. Et donc au départ, un club, c'était Mont-Saint-Aignan qui jouait en minime nation à l'époque où Tony était donc, mais pas de sport-études pour moi. Et puis passé mon premier jour de collège, dans ma ville de Ternétal, on m'a appelé, et, ma mère m'a appelé et me dit écoute, on a un appel, il y a un élève qui vient d'être disqualifié entre guillemets, une affaire un peu particulière. Okay. Et donc t'es le premier sur la liste, demain tu commences. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et moi je connais personne quand j'arrive dans le nouveau collège. Et le premier que je rencontre dans la classe, c'est Tony qui me dit écoute, lui il était très malin, il savait déjà ce qu'il voulait à l'époque, et il me dit écoute, je vais t'expliquer un peu le projet. On veut être champion de France et moi je veux aller en NBA. Et donc voilà, il avait compris sans doute que moi étant grand, je pouvais peut-être aider à son projet. Et on fait une saison juste incroyable. Moi en 1 an, j'ai une belle progression. On bat en demi-finale du championnat de France Lasvel, pour la petite histoire. Ouais, et on finit à 2 points, on perd en finale contre Montpellier, Tony blessé, donc il joue qu'une mi-temps un peu compliquée. Mais l'histoire est incroyable et à la fin de cette année, 2 mois après sur la nouvelle saison, je me retrouve déjà sélectionné en équipe de France, donc les choses ont été très vite. Au bout de 3 ans, champion d'Europe avec Tony en junior. Justement, j'allais te poser la question, Zadar. Quand on parle de Zadar, pour les connaisseurs de basket, moi j'ai envie d'avoir ton ressenti parce que tu te retrouves au milieu d'une génération dorée. Alors sur le moment, vous ne le savez pas encore à quel point c'est une génération ultra dorée, si on peut dire. Mais toi qui es au milieu de tout ça, comment tu vis ce moment-là ? Incroyable parce qu'on est une bande de potes en fait. Avec Boris, avec Yacouba Diawara, Mike Pietrus, Ronny Turiaf, on est vraiment une très grosse bande de potes. On a conscience qu'on est une grosse équipe quand même, parce que on voit qu'on domine pas mal les adversaires, puis on a quand même un joueur d'exception. On voit qu'en plus de la génération qu'on peut avoir, on a bien conscience d'avoir un moteur, un mec un peu spécial avec nous. Donc non, une super expérience et juste incroyable. Magnifique souvenir, sans doute en sport le plus beau de ma vie, parce que gagner la finale en Croatie, face à la Croatie, après double prolongation à la dernière seconde sur un panier contré qui rentre quand même, c'est assez rare. Oui, parce que vous êtes une génération dorée, mais il faut rappeler qu'en Croatie, les jeunes, c'est hyper difficile d'aller gagner face à des jeunes. Il y a 3 joueurs de la Croatie qui sont ensuite allés en NBA, plusieurs en Euroleague. Donc on était sur des générations dorées, mais dans plusieurs pays. Ok. Et suite à ça, tu deviens basketteur professionnel. Et ça, quand tu rentres en sport-études, c'est un rêve ou c'est pour toi l'aboutissement parce que tu avais un petit peu la fibre avec le foot et tu aurais pu devenir peut-être Moi gardien. Clairement je voulais être sportif professionnel. D'accord. Ou historien, d'où l'histoire de ma passion. J'étais pas très scolaire pour être franc. Par contre j'avais une détermination dans le sport pour moi-même, je rêvais d'être professionnel et puis aussi pour ma famille, j'avais envie de pouvoir aider et soutenir ma famille. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite motivé et clairement quand je suis rentré dans le basket c'était pas pour être amateur, j'avais cette ambition d'être professionnel. J'avais pas un
talent fou, même si plutôt bon, parce comme je dis, en 1 an et demi équipe de France, 3 ans champion d'Europe, 4 ans, j'ai regardé 3 ans et demi exactement mon premier match pro après avoir démarré, donc c'est pas mal. C'est dingue, même. Mais en même temps, j'avais conscience aussi de mes lacunes, mais par contre, j'étais un gros bosseur, je travaillais beaucoup pour essayer d'en arriver, et puis je connaissais mes limites, je savais ce que je savais faire, pas faire. Donc une aventure assez incroyable qui après tourne d'une manière un peu plus compliquée avec les blessures, mais les 5 premières années, c'est juste un rêve. Et justement, ces blessures, c'est blessures au dos, dos et genoux. Dos et genoux. Et comment on se sent quand on a été touché ce rêve, on est dedans? Et on doit s'avouer, parce que tu étais jeune quand 25 ans, quand j'arrête vraiment, je prends la décision d'arrêter, c'est 25-26 ans. Ouais, j'ai senti que je n'arriverais plus à être là où je voulais être. Et en fait, très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai négocié ma dernière année, j'avais signé 2 ans à Bordeaux, là, il me restait 1 an. Je négocie cette année, je rentre justement dans ma petite ville de banlieue à Darnétal, et j'ai pointé à la NPE, et puis donc là c'est retour chez la famille, chez ma mère, alors que j'étais parti à 15 ans, je reviens à 26 ans, donc j'essaie de me bouger, je pars aux États-Unis faire un stage dans le marketing sportif, et en rentrant, je décide de créer ma première entreprise avec cette idée de développer des événements sportifs, et l'idée que les Américains m'avaient pas mal inspiré autour d'un show et d'un vrai spectacle. Donc je démarre tranquillement mais sûrement, et après il y a eu un peu d'alignement, et puis les choses qui ont été très très vite là aussi, et qui là pour le coup durent depuis 15 ans, donc c'est plutôt sympa. Oui, parce que tu as une société qui est basée sur l'événementiel sportif, et tu as aussi créé une société sur l'image des sportifs. Non, alors en fait c'est la même société qui est vraiment Sport Plus Conseil. On a à la fois l'image actuellement de Caroline Garcia, on travaille aussi avec... Moi j'ai commencé avec... donc ça s'appelait GEM Sports Consulting, qui ensuite est tourné Sport Plus Conseil, mais pendant 15 ans on a géré l'image de Tony. C'est ça qui m'a d'ailleurs aussi ouvert des portes, quand il m'a proposé de me donner cette opportunité. Je pense que si ça fait 15 ans, c'est que j'ai dû quelque part lui rendre. Bien sûr. Mais en tout cas, ça m'a donné un réseau, une crédibilité, et ça m'a permis de me développer. Puis après, très vite, j'ai bifurqué de l'image qui était très chronophage en termes de travail sur la partie événementielle. C'est là où, au départ, j'ai commencé par le basket. Puis après, les choses ont été très vite enchaîné avec du running, du tennis. On est aujourd'hui numéro 1 français dans le tennis. Pas mal de choses et une belle aventure humaine, parce que j'ai commencé dans mon garage à ce moment-là, et aujourd'hui, on est une 30aine de collaborateurs, une entreprise qui se développe pas trop mal et dans laquelle on prend beaucoup de plaisir. Et avant de basculer sur l'Asvel, peut-être faire un éclairage sur ce que tu as organisé par exemple ce week-end, le week-end dernier, peu importe, parce qu'au moment où on va diffuser, mais le marathon. Le Seine Marathon 76 ? Ouais. Ça c'était vraiment un vœu de ma part, parce qu'en fait, j'étais un peu frustré de me dire que finalement j'organise des événements un peu partout en France, mais que finalement à Rouen on fait pas grand chose, et un jour c'est parti d'un constat où je me dis mais mince, l'organisation de running et de marathon, d'événements de masse en running comme le marathon est vraiment une marque, et permet de faire découvrir son territoire, mais aussi d'instaurer quelque part une mise en avant de ce territoire. Donc je suis allé voir le président du département, qui s'appelait Pascal Martin, et je lui ai dit chaque grosse métropole ou chaque grand département a son marathon, sa course, est-ce qu'on pourrait pas imaginer quelque chose ensemble ? Il a tout de suite foncé. J'ai eu pas mal de détracteurs. Première année, on a fait 5000 personnes, et puis là cette année, on a fait 9400. On a dû limiter, je pense qu'on devrait, je l'espère, franchir la barre des 10 000 l'an prochain. On a multiplié les courses qui vont des enfants, course enfants, 5 km, Matmut né pour bouger justement, qui est une course à la fois sport, santé et allure libre, le 10 km, le semi, le marathon. Bref, un vrai festival running, et ça me tenait vraiment à cœur, parce que j'ai pu faire ça dans mon département, dans ma ville, et on l'a décliné et développé aussi à travers des actions importantes, notamment sociales et sociétales, où on fait participer un maximum de monde et beaucoup d'inclusion. Ça c'est top. Et avant de parler de l'Asvel, quand tu reçois en 2017, ça j'ai lu ça et j'ai trouvé ça superbe, le coup de cœur de la victoire des autodidactes, celui qui pointe à la NPE juste après avoir pris la décision en 2015 à 25 ans de devoir arrêter sa carrière. Qu'est-ce qui se dit au moment où il reçoit ce prix ?
Alors en fait, je me dis pas des choses, je me dis jamais le fait d'être arrivé, mais c'est une belle reconnaissance. Je suis content, fier, content pour ma famille et les gens qui m'ont aussi aidé à tout ça, parce que c'est souvent une aventure humaine, on est rarement seul. Et donc voilà, c'est une belle reconnaissance qui me donne encore envie d'aller plus haut et de développer. Il y a eu pas mal de choses, on a eu aussi le classement là de Choiseul des moins de 40 ans qui influence le sport et qui managent dans le sport, donc on a eu une belle progression aussi là-dessus, où je crois que j'étais 6e l'an dernier, c'est ma dernière année cette année, donc j'espère aller chercher le podium, ce qui serait sympa, parce que je dis que là aussi je pars de loin, puis surtout je parle de ça parce qu'en fait ça m'a fait un parallèle avec le basket, c'est que j'ai eu une vraie fierté à un moment donné dans les années 2000, où finalement je crois que j'ai été classé dans la génération dorée, je suis monté 6e des 82. Wow. Et donc quand j'ai vu ce classement Choiseul finalement des moins de 40 ans, je me suis dit j'ai eu cette opportunité dans le basket et aussi dans les affaires, donc c'est sympa. C'est sympa. Et le parallèle est surtout dans le travail, je pense, et dans la volonté et le mental, l'approche qu'on peut avoir de tous ces sujets, mais c'était un clin d'œil sympa et ça fait toujours plaisir. Ok. Comme on va garder un temps limité, on va plutôt aller sur la partie Asvel et avenir. On en a touché un mot quand on s'est croisés à Demain le Sport, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vision d'avenir de l'Asvel, parce que je trouve qu'elle est hyper inspirante pour le basket français en général, parce que je pense que si vous pouviez te copier un petit peu, ça ferait plaisir pour l'ensemble du basket français. Ouais, après chacun aussi joue avec ses armes, son environnement, ses opportunités, donc j'essaie d'avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis de tout ça, parce que j'ai conscience aussi qu'on a Tony qui nous aide, à travers son nom, c'est quand même une belle marque. On a la chance d'être dans une métropole lyonnaise qui est quand même bien développée, une belle région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a quand même aussi des atouts, donc c'est pour ça que il faut l'avoir en tête. Pour autant, c'est vrai que il y a une belle évolution tout d'abord, puis après je parlerai de la du projet, c'est que nous on a repris le club en 2014. Le club, c'était 4,9 millions de budget. Cette année, on devrait être entre 23 et 24. Donc, il y a quand même une belle évolution. À l'époque, c'était 33% à peu près des collectivités. On a moins de 10%. Donc là aussi, c'est un modèle qui est plutôt vertueux. C'est intéressant. Et aujourd'hui, donc, on a un nouveau plan intitulé Construire ensemble sur 23 à 30 avec des nouveaux actionnaires qui sont rentrés avec nous. L'idée, c'était de se dire que on a eu la chance de développer pas mal de choses les 7 à 8 premières années. On était régulièrement champion de France, Coupe de France. On a réussi à arriver en Euroleague. On a créé une académie, la Tony Parker Adéquat Academy, et aujourd'hui, on a d'autres ambitions, une ambition sportive qui, je l'espère, nous mènera peut-être jusqu'au titre de champion d'Europe. En tout cas, on ne se fixe pas forcément de limite. Et puis de l'autre côté, un projet structurel et sociétal où on a la volonté de pouvoir être le premier club de basket en Europe à avoir sa propre fondation. On a tout un projet de transformation digitale qui va toucher à la fois le mode de recrutement, le médical, le sociétal, et on a aussi, pour arriver et aller chercher toutes ces ambitions, l'envie et la volonté de se développer et de diversifier nos revenus. Donc on a des projets structurels tels qu'un centre d'entraînement ultra perfectionné, un musée de l'Asvel, une brasserie de l'Asvel, beaucoup de projets dans les tuyaux qu'on aimerait développer et qui, je l'espère, nous permettront de pouvoir voir l'avenir en rose, non, mais en noir et blanc. Avec une touche de rose. Exactement. Octobre rose, c'est pas mal. Exactement, ça sera l'opportunité. Puis la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi cette nouvelle salle. Ce que j'aime bien. Elle arrive dans un mois. On passe de 5600 places à 12 000. Donc, c'est pas anodin. Et on a la chance de l'avoir dans un mois. Donc, là aussi, ça va être un outil qui va nous permettre à la fois d'accueillir plus de monde, de travailler encore plus sereinement, puis de nous ramener des revenus supplémentaires pour aller chercher notre objectif. Okay. Donc, quand on va diffuser, la première aura eu lieu, mais la première, c'est contre le Bayern. C'est ça, en Euroleague. Tout à fait. Il y a L'idée, c'est de dire, il y a un show après un petit peu, il y a des événements autour, j'imagine, quand vous allez dans cette salle. On travaille beaucoup sur la fan expérience, l'expérience du fan. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va chercher au quotidien. Donc, j'en dis pas plus, mais ça va vraiment être autour d'un show et de l'entertainment à l'américaine. Quelque part, 15 ans après mes débuts, c'est un petit clin d'œil à l'oncle Sam qui m'avait bien inspiré. Ok, donc c'est le lien entre ta société et l'Asvel. Oui.
On rappelle peut-être par rapport à l'académie que, alors je reviens plus sur son prénom, mais il y a une demoiselle qui a été MVP du tournoi U18 qui était ou U20, je sais plus. Enora, voilà. Enora Rijacé. C'est ça, qui est issue de l'académie. Donc il y a aussi ce côté, le pan féminin qui se développe, où vous avez été champion de France. L'idée aussi par rapport aux filles, c'est de les faire jouer aussi à terme dans cette grande salle. C'est rester à l'Astrobal. Qu'est-ce qu'il y a? Alors les filles, habituellement, elles jouent à Mado Bonnet, une salle d'environ 1500-2000 places dans Lyon. Et effectivement, depuis cette année, on travaille beaucoup. C'est leur bastion, la ville de Lyon, mais pour autant, il y a une belle entente avec le maire de Villeurbanne, le maire de Lyon, et on travaille aussi sur le fait qu'elles puissent jouer la Coupe d'Europe, notamment l'Euroleague, à l'Astrobal. Donc ça a commencé déjà là, il y a eu déjà 2 matchs, et l'idée c'est que ça puisse continuer pour donner de la cohérence aussi à notre projet, parce qu'effectivement, on essaie de le penser pas seulement un garçon, mais complètement mix et avec une belle ouverture vers l'avenir. Ok, et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre perso dans tes projets? De la foi, de la passion, de la réussite, je l'espère, plus de victoires que de défaites, mais surtout du plaisir, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive au quotidien, et j'ai envie de continuer là-dessus. Ok, super. Merci beaucoup Gaëtan pour ta disponibilité sur juste avant un match, c'est vraiment extra. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Gaëtan Muller. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour un épisode qui a été enregistré également à Lasvel avec Yann Roubert, le président du Loup Rugby. Merci à toutes et à toutes. Bonne semaine.